Je suis Alex Bord. Et ce que vous voyez dans ces images, ce n'est pas une séquence spectaculaire sortie de nulle part, ce n'est pas juste du bruit et des explosions pour faire du clic. C'est une nuit de frappe militaire sur une capitale, Caracas, en plein sommeil. On est autour de 2 heures du matin, le ciel s'illumine de flashs rouges, des explosions se succèdent, des avions volent à basse altitude, des hélicoptères lourds tournent au-dessus de la ville. Des incendies apparaissent sur les collines, l'électricité saute dans certains quartiers, des sirènes retentissent. Les habitants sortent dans la rue, filment avec leur téléphone, roulent en voiture au milieu des frappes, sans savoir ce qui est touché ni ce qui va suivre. Ce ne sont pas des images abstraites, ce sont des civils réveillés par la guerre. On voit que les frappes visent clairement des sites stratégiques. Fortuna, le principal complexe militaire du pays, la base aérienne de la Carlota, les installations proches du port et de l'aéroport. Les informations parlent d'une opération coordonnée, avec des avions ravitaillés en vol, des transpondeurs coupés, un dispositif militaire lourd. Autrement dit, pas une escarmouche, pas un simple avertissement, mais une démonstration de force assumée. Et très vite, un élément central s'impose, le président vénézuélien Nicolás Maduro est capturé et exfiltré. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une simple fuite supposée, c'est une exfiltration revendiquée. Les autorités américaines annoncent que Maduro et son épouse ont été sortis du pays et transférés vers les États-Unis, avec l'objectif affiché de les faire juger sur le sol américain. On ne parle donc plus d'un président introuvable, mais d'un chef d'État en exercice physiquement retiré de son pays par une puissance étrangère. Dans le même temps, Caracas reste sous le choc. Aucun bilan humain clair n'est communiqué immédiatement. La nuit a été marquée par la confusion, les coupures d'électricité, la panique des civils, les déplacements précipités. Les habitants ont fui leur logement, préparé des sacs d'urgence, cherché à comprendre ce qui se passait au milieu des explosions. La vice-présidente vénézuélienne réclame publiquement des preuves de vie pendant que le gouvernement dénonce une agression militaire et proclame l'état d'urgence. Le pouvoir politique est frappé au cœur, non seulement par les bombes, mais par la capture et l'extraction forcée de son chef. Car cette fois, il n'y a plus vraiment d'ambiguïté. Des images diffusées par les autorités américaines montrent Nicolás Maduro sous escorte d'agents fédéraux, confirmant qu'il a bien été exfiltré et transféré sur le sol des États-Unis. On ne parle donc plus d'une disparition floue ou d'une fuite supposée, mais d'un président en exercice physiquement retiré de son pays par une puissance étrangère dans un contexte de frappe militaire. À ce stade, il faut mesurer la portée de ce qui se passe. On ne parle pas simplement de frappe contre des installations militaires, ni même d'un changement de rapport de force classique. On parle d'un précédent majeur, l'extraction par la force d'un chef d'État en exercice hors de son territoire, sans mandat international connu et en dehors de toute procédure multilatérale. C'est un saut qualitatif dans l'usage de la puissance, un franchissement de seuil. Et c'est précisément là que la question du droit s'impose, qu'on le veuille ou non. Le droit international n'autorise pas un État à bombarder un autre État et à en exfiltrer le dirigeant au motif qu'il serait poursuivi pénalement. Les règles sont claires, l'usage de la force est interdit, sauf exception strictement encadrée. Le consentement de l'État concerné, une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies ou la légitime défense face à une attaque armée. En l'absence de ces conditions, l'acte ne relève pas du droit, mais du rapport de force. Ce que montrent ces images et ce que confirme l'exfiltration revendiquée, ce n'est donc pas seulement une opération militaire spectaculaire. C'est un message politique adressé au monde entier. Certains États peuvent décider unilatéralement qui est légitime, qui ne l'est plus, et jusqu'où ils peuvent aller pour l'imposer. Si ce type d'action devient une norme tolérée, alors la sécurité des États et de leurs dirigeants ne repose plus sur des règles communes, mais sur la capacité à dissuader, à se protéger ou à plaire aux plus puissants. Et c'est là que les mots, autant que les silences, prennent un poids considérable. Car cette fois, Emmanuel Macron a bien réagi, mais en contournant l'essentiel, en saluant la chute de Nicolás Maduro et en parlant de la fin d'une dictature, le président français a soigneusement évité de s'arrêter sur les conditions de cette capture, des frappes militaires, une exfiltration forcée et l'absence de tout cadre multilatéral clair. Autrement dit, il a pris acte du résultat, sans questionner la méthode. Ce choix n'est pas neutre. Il revient valider politiquement un précédent, tout en renvoyant le droit international à plus tard, comme une variable d'ajustement. Or, quand un président qui invoque régulièrement la souveraineté des États choisit de l'oublier dès lors que l'opération est menée par un allié puissant, il envoie un message très clair. Certaines violations sont condamnables, d'autres sont acceptables. Et un précédent accepté, même au nom d'une cause jugée juste, devient une référence. Une référence qui, dans ce domaine, finit toujours par être imitée. Et pendant qu'au Venezuela,
On nous vend la fête parce qu'il n'y a plus de président. En France, certains regardent ça en ricanant. Ah, eux au moins, ils ont sauté l'étape des discours. Parce qu'après des années d'en même temps, l'idée purement parodique, évidemment, de se réveiller sans Emmanuel Macron provoque chez quelques esprits fatigués un enthousiasme très théorique. On rigole, bien sûr. Mais si la blague fait autant mouche, c'est peut-être parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Parfois, ce n'est pas le chaos qui fait peur. C'est la continuité